Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Le combat. Par Monique Wells. À lire ce livre magnifique, vous recevrez un choc émotionnel en plein estomac. D'autant que l'auteur, à l'inverse d'une phraséologie pompeuse et compliquée, s'adresse à nous avec une sincérité spontanée, sans retouche ni faux semblant, ponctuée de ci de là d'un humour décalé, toujours au second degré, afin de dédramatiser son récit. L'histoire d'une bataille à haut risque, non sans peur ni douleur, mais dont il est en train de sortir vainqueur, grâce aux couleurs de son étendard, je le veux. Laurent Dupasquier est un homme doué d'une perspicacité analytique peu commune, et dont le courage lui a permis de dépasser les sensations du suicide et de la souffrance, celles du corps et celles de l'esprit. Quelque part, il fait dire au docteur Grodeck, « La maladie ne vient pas de l'extérieur mais l'être humain l'utilise. » On ne peut s'empêcher de penser à Kafka. Les pouvoirs anonymes, ceux qui suppriment toute identité à l'homme en le culpabilisant de n'être rien. Et ce rien, quant à l'auteur, est peut-être tout. Ce tout qui contient la désespérance de l'enfant devant l'injustice qui le nie en tant que personne humaine, et le conduira à l'humiliation ou pire encore au dégoût de soi-même. Mais la maladie s'annonce à pas de loup, se dévoile, s'amplifie et prend toute la place dans un corps qui ne s'y attendait pas, s'appliquant à le plaquer au sol jusqu'à la douleur physique, et devient ennemi numéro 1. Il va falloir sortir sa meilleure épée pour la pourfendre, mais comment? Et au nom de quoi? Surtout au nom de quoi? La médecine ne suffit pas, ni les drogues d'origine diverses, ni les séjours en Inde. Ce mouvoir devient problématique surtout dans une solitude déchirante où bien d'autres auraient péri. Mais le combattant a fait son choix, et ce qui semblait incurable est devenu salvateur. Pourquoi? Parce qu'il s'est rencontré lui-même. Et ce livre est l'histoire, non d'une rédemption, ce serait trop pompeux à son goût, mais d'un sauvetage, qui n'a rien du seul miracle, encore que Dieu a sans doute donné un coup de pouce, celui de renverser les montagnes et qui s'appelle la foi, mais que l'homme doit aussi à sa propre volonté. Cette maladie, dite incurable, reste la vaincue de ce combat-là. Livre généreux et lucide, sans pleurnicherie ni apitoiement, tentant sans cesse de faire remonter la pente à son rocher, tel Sisyphe, afin de communiquer à d'autres un courage et une volonté qui aident à se dépasser soi-même et du même coup, à se découvrir différent et capable de tout oser. Fini les dépréciations de soi-même, pulvériser les doutes d'identité, envoler le petit chose qui pensait n'être rien. L'épreuve lui a fait rencontrer celui qu'il est réellement, et qui n'a plus le droit de douter de lui. Tous ceux qui l'aiment et le côtoient ne peuvent qu'être fiers d'avoir rencontré ce combattant dont le courage hors du commun et la foi l'ont mené à la récompense suprême. Aime les autres comme toi-même, dit le Christ. Remerciements. Merci avant tout à Marie H., mon ex-épouse, de m'avoir tant donné pendant 25 ans avec hardiesse et ténacité. Nous avons partagé la joie d'avoir 2 enfants dont nous sommes tous les 2 très fiers, et malgré les difficultés du quotidien reste plein de bons souvenirs. Pourquoi ne pas retenir que cela, et essayer d'oublier les mauvais? Une mention spéciale pour toi, G, auquel je n'ai jamais dit mon attachement, et que j'ai toujours considéré comme membre à part entière de ma famille. Merci à vous mes chers parents. Je donne peut-être l'impression de vous critiquer pour l'éducation que vous m'avez donnée, mais je sais aujourd'hui qu'en fait il y avait beaucoup d'amour, même s'il était peu exprimé. Je n'ai pas fait mieux que vous, loin de là. Vous m'avez inculqué des valeurs très solides qui sont le fondement de ma vie, et que je me suis efforcée de transmettre à mes enfants. Merci mes frères et ma belle-sœur, vous qui démontrez que la famille répond présent en cas de coup dur. Merci à vous mes enfants pour le bonheur que vous me donnez de vous voir évoluer avec votre style propre, qui me plaît énormément, où je reconnais aussi certains traits de caractère de votre mère et les miens. Merci à tous mes amis, les fidèles de toujours et les nouveaux récemment rencontrés, qui m'apportent un puissant intérêt de croire en la vie. Merci enfin Seigneur d'être présent, pour me témoigner ton amour et ta protection, et me donner le courage au quotidien et la force de l'espérance. Guide mes pas quand je suis dans l'obscurité. Témoignage reçu. Véronique Souffron, orthophoniste à Blois. Je souhaite par le biais de ce courrier, soutenir l'ouvrage de Laurent Dupasquier, Passeur d'espérance, itinéraire d'un parkinsonien. Je suis orthophoniste en libéral à Blois,
et travaille avec des patients atteints de la maladie de Parkinson. Le manuscrit de Laurent Dupasquier m'a fortement touché de par son authenticité, son engagement et son réalisme. Je croyais connaître cette pathologie, mais j'ai découvert que la souffrance et la lutte pour vivre allaient bien au-delà de ce que j'imaginais. Ce livre a changé mon regard et mon accompagnement avec les personnes souffrant de cette maladie si particulière et trop fréquente. Je pense sincèrement que cet ouvrage qui nous bouleverse aussi bien sur le plan émotionnel que sur celui de nos croyances et de nos connaissances mérite d'être publié. Sans compter que la quête de Laurent Dupasquier ouvre des pistes de réflexion des plus intéressantes. Dans l'attente d'une publication qui permettra une large diffusion de ce puissant témoignage. Bien cordialement. Véronique Souffron. Valérie Assuérus, neurologue à Aix-en-Provence. J'ai beaucoup aimé votre livre et son écriture. Ça se lit tout seul. Je me suis mieux rendu compte aussi du fossé d'incompréhension entre médecins et patients, moi qui pensais être plutôt empathique. On a de gros progrès à faire nous les médecins, je ne le sais que trop. Votre recherche personnelle d'autres voies m'a touché car de mon côté j'ai la même réflexion. Je conseille de plus en plus le Qigong, j'en fais moi-même, le yoga et la sophrologie à mes patients, et la médecine classique occidentale est si réductrice et campée sur ses certitudes. Je pense que plus on s'ouvre et plus on sort des clichés de vie habituels, famille, travail, éducation, plus on rencontre de gens intéressants et plus on fait des expériences enrichissantes. À quel prix parfois ? Avec la maturité arrive parfois maladie, divorce, perte d'un être cher. Comme dit Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous renforce. Je ne suis pas croyante, par contre je suis sûre que certaines choses nous échappent même si notre cartésianisme nous barre certaines routes. Aussi, comme je vous l'ai dit, je suis sceptique concernant la guérison de la sœur d'Aix-en-Provence, quel dommage que ce ne soit pas moi qui l'ai suivie avant. Valérie Assuérus. Préambule. Une journée bien ordinaire. Les débuts de la maladie en 1998. Il va être difficile d'échapper au jeu dans ce récit, pourtant je vais essayer de tisser ma trame d'une façon aussi légère que possible. Ce sujet m'est vraiment très difficile à aborder, car il me met terriblement en cause. Cela fait maintenant plus de 10 années que j'y travaille, et j'ai essayé sans y parvenir, de ne pas personnaliser le récit, pour traiter objectivement de la maladie de Parkinson. Mais comment être objectif dans cette recherche, alors que non seulement je baigne en pleine subjectivité, mais qu'en plus cette maladie a des aspects souterrains invisibles et redoutables. Je n'y suis visiblement pas arrivé, pourtant je maintiens tel quel mon parcours individuel, car je suis persuadée que cette maladie ne m'est pas tombée dessus par hasard, mais qu'elle est la traduction d'un mal-être existentiel que je traînais depuis des années. Même si ces révélations indisposent ceux qui se projettent dans le récit, elles m'ont semblé indispensables pour tenter de comprendre ce mécanisme pernicieux d'autodestruction intérieure qui s'est mis en place progressivement. Je dois dire toute la vérité, rien que la vérité, sans tricher en me donnant un beau rôle fictif pour enjoliver ou atténuer le récit, mais aussi en dépassant cette culpabilité originelle qui me taraudait tant avant que je ne fasse ce travail d'analyse. L'opération de pose d'électrodes dans le cerveau dont j'ai bénéficié en février 2008 a modifié toute la donne précédente et rendu largement obsolètes les perceptions qui étaient les miennes avant cette révolution. Pourtant, j'ai gardé ces commentaires qui correspondent à la période d'avant, dans la mesure où jusqu'au dernier moment je ne savais pas si j'allais être retenue pour l'opération. Il y a vraiment 2 hommes différents avant et après l'opération, cette dernière ayant totalement transformé mon environnement et mes perspectives. Je crois pouvoir dire que sans l'opération, je ne serais plus sur cette terre depuis belle lurette, étant donné les risques en tout genre que j'ai dû prendre pendant ce temps-là. La période post-opératoire décrite correspond à ce que je vis aujourd'hui. Un après-midi au soleil, Le Havre, mai 2005. Ce qui s'est passé en cet après-midi du mois de mai 2005 m'incite à une mise en situation de façon aussi directe et crue que possible, tel que cela m'arrivait de le vivre de plus en plus souvent, mais rarement avec une telle intensité. Je suis venue voir ma mère au Havre pour vérifier la chronologie de mon histoire, et surtout pour lui parler de ce que nous ne nous sommes jamais dit. Elle a 85 ans, et me répète à chaque fois que je la vois qu'elle a envie de partir,
tout en me demandant dans la foulée des nouvelles de son frère aîné Lionel, lui qui est maintenant l'homme de ses souvenirs. Maman ne peut plus bouger dans son fauteuil roulant. J'ai du mal à ne pas déprimer quand je la vois, je la plains, et me projette dans quelques années. On arrête là. À midi, j'ai déjeuné avec mon copain de classe, Thierry D., dans un restaurant sur la plage du Havre. Il faisait beau, déjeuner sympathique, nous avons évoqué de vieux souvenirs d'école. Je voulais également demander à Thierry, un littéraire comme moi, ce qu'il pensait de mon récit et si ce n'était pas assommant de voir un type raconter ses petits malheurs. Ça n'intéresse personne en général sauf peut-être l'auteur lui-même, et encore. Nous avons frotté nos culottes sur les bancs du lycée François Ier au Havre, pendant de nombreuses années. Je sais que son jugement est assez sûr et souvent critique, il me dira la vérité. Il a été encourageant sur le récit. C'est pas mal, travaille encore le style, fait léger aérien de l'humour, encore de l'humour. J'ai envie de connaître la suite, continue comme ça. Âgé accent aigu de 59 ans à cette époque, divorcé, 2 enfants, parkinsonien depuis 8 ans, j'ai vécu cet après-midi-là une des plus belles crises de mon existence. Cela me paraît très évidemment lié à la masse de souvenirs d'un passé pas toujours facile, qui me sont remontés à la gorge, et à l'émotion qu'ils ont engendrée. Avec un Parkinson, tout s'amplifie à la puissance 10 par rapport à un état normal. Revenu après le déjeuner chez moi en voiture, tout se passait bien. Je me préparais à prendre mes doses de médicaments vers 15h30, heure à laquelle il est impératif de les ingurgiter sans quoi je suis littéralement clouée sur place. L'émotion du souvenir était si forte que je me suis laissée prendre par le temps, et pendant 2 heures, j'ai élaboré une stratégie fine pour arriver jusqu'aux médicaments et enfin pouvoir les saisir puis les avaler à sec, puisque je n'avais pas préparé de verre d'eau. Ce serait trop compliqué et trop long de doubler le circuit avec un passage à la cuisine avant que les petites pilules ne fassent leur boulot en pénétrant dans le sein des seins, le locus niger, au fin fond de l'occiput. Ma stratégie dans ces cas-là, suivie d'un plan d'exécution aussi savamment articulé, consiste à intellectualiser les mouvements, puis à décomposer par étapes tout ce que je dois faire. Voyons, je suis assis dans ce fauteuil pratiquement sur le rebord, mais le corps un peu tordu et penché sur le côté gauche. Je dois redresser tout ça, mobiliser suffisamment d'énergie pour sortir du fauteuil. Il y a une chaise à 1,50 m plus loin, je peux aller me tenir sur le dossier de la chaise. Ensuite d'un mouvement souple, enfin n'exagérons pas, je vais jusqu'au bord de la commode en marqueterie à 2 mètres de là, je m'appuie sur le plateau et me repose un peu. Je respire un bon coup, encore un bond en avant, ne pas oublier de bien dérouler le pied et surtout de le soulever. Enfin, je pourrais m'écrouler sur le lit installé dans un coin du salon sur lequel j'ai posé mes sacs de médicaments. Il me suffira simplement, non, ce n'est pas simple, d'aller piocher dans ces différents sacs les 4 médicaments à prendre et ensuite, repos pendant au moins une demi-heure, le temps que les pilules remontent au cerveau. Avant tout, pas de panique. Tout ce programme opérationnel effectué quotidiennement m'a pris en fait 3 heures, et je n'ai toujours pas pu parler véritablement à ma mère. Je reviendrai encore au Havre le nombre de fois qu'il le faudra, car il est essentiel que je puisse parler ouvertement avec elle sans l'agresser, sans lui reprocher quoi que ce soit, mais en lui expliquant simplement ce que je vis. C'est mon fichu mental qui a amplifié la crise d'aujourd'hui. En plus, le scénario s'est compliqué par différents événements non prévus tels que d'aller pisser, c'est pas toujours une mince affaire. Dans les cas urgents, je vais droit direct vers un lavabo, à condition qu'il soit à hauteur acceptable, c'est plus facile que des manœuvres compliquées pour arriver à la lunette des WC. À la guerre comme à la guerre. Tout ceci est très trivial, mais je le raconte parce que c'est ce que j'ai à vivre, plusieurs fois dans la journée, avec des intensités différentes, et quelquefois tout se passe très bien. Par contre, quand il y a du stress, les mauvais souvenirs qui remontent, ou d'autres raisons, cela peut mener à la catastrophe si je ne fais pas très attention, avec une concentration maximum. D'habitude, je dois gérer tout ça seul dans mon petit chez-moi. Cet essai se veut une espérance, et non une litanie de plaintes. Il est dicté sur un logiciel de dictée vocale, qui me donne de plus en plus de satisfaction. Ce sacré vieux dragon 1 commence à répondre au doigt et à l'œil, et permet de dicter les mains dans les poches à la vitesse de Lucky Luke. Pourquoi cette recherche ?
Avant la découverte de la dopamine il y a une trentaine d'années, ce médicament miracle qui permet de calmer les symptômes souvent cruels du Parkinson, il n'existait pratiquement rien, et les malades mouraient dans de grandes souffrances au bout de quelques années. Aujourd'hui, la dopamine leur permet de vivre presque aussi longtemps que les valides, nous dit-on, mais malheureusement l'efficacité de ces médicaments aux effets secondaires importants décroît avec le temps. Certains patients se retrouvent ainsi dans des situations d'inconfort corporel terribles à vivre dans les dernières années de leur vie. Après avoir été informé de mon infortune, j'ai voulu en savoir plus sur cette maladie, une de celles à être encore considérée comme inguérissable aujourd'hui. Ce sont mes interrogations, mes angoisses, mes peurs et les moyens de défense que je m'efforce de mettre en place qui sont retranscrits ici. Cela m'aide à faire face à l'adversité pour survivre et raison garder dans un contexte de plus en plus difficile. La première partie de ce livre est un récit très personnel sur mon histoire et mon environnement, et sur les différents facteurs qui ont pu préparer l'arrivée de la maladie. La deuxième partie présente des considérations pratiques sur la façon d'y faire face. Cette analyse est également une sorte de contrepoint en réponse au manque d'intérêt que j'ai manifesté toute ma vie pour mon corps. On ne parlait pas de son corps dans ma famille, ni d'ailleurs de sexe ou d'argent. Il était acquis qu'il ne fallait pas s'écouter, mais au contraire fouetter la bête car on n'allait pas se laisser embarquer par le cheval. Je voudrais aussi dans cet essai analyser ma frustration croissante devant le traitement habituel de cette maladie en France, et par extension de toute maladie dite incurable. Je ne souhaite en aucune façon engager une polémique sur la pertinence ou l'efficacité de la médecine allopathique par rapport aux médecines alternatives, sujet classique d'opposition en France, car je pense que les deux cultures sont complémentaires et s'enrichissent l'une par rapport à l'autre. Enfin, j'ai repris tout ce récit 5 ans après le début de sa rédaction, et en troisième partie je tente d'analyser mes impressions plus de 2 ans après l'opération décisive de pose d'électrodes dans le cerveau. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, je n'ai pas de clé permettant de dévoiler les mystères de la maladie, mais les quelques serrures partiellement déverrouillées me laissent entrevoir des horizons un peu plus sereins. Atteint donc depuis maintenant 14 ans par la maladie de Parkinson, j'ai ressenti avant l'opération une dégradation physique croissante et les tremblements d'un corps que j'arrivais de moins en moins à contrôler. Après une vie réussie en apparence, j'ai dû lâcher beaucoup de lest. Le confort douillet d'une vie conjugale en apparence heureuse, avec le départ d'une épouse après 25 ans de vie commune, la famille qui explose, la carrière professionnelle brutalement interrompue, de nombreux sports tels le ski devenu trop périlleux, les soirées animées avec les amis jusqu'à plus d'heures trop fatigantes, les problèmes d'argent sans parler de la perte des apostrophes. Une certaine image sociale, et naturellement celle de la plupart de mes illusions passées. Ne parlons pas non plus de bien-être physique. Se sentir bien dans son corps, cela fait un bail que je ne connais plus. Cette dégringolade continue selon un rythme qui s'accélérait de plus en plus. Cette descente progressive aux enfers m'a amené au véritable désespoir, avec l'envie d'en finir une fois pour toutes. Pourtant, la petite flamme de la vie ne s'est pas totalement éteinte, et elle a même commencé à drôlement scintiller dans les ténèbres où je me trouvais, et à m'entraîner vers une vie nouvelle, certes très différente de celle d'avant mais pas forcément moins intéressante ou valorisante, loin de là. En tout cas, j'ai appris à composer avec la maladie, à trouver mon bonheur dans des joies simples, à être plus proche des autres. Petit à petit, l'envie d'aimer la vie, de la consommer à pleines dents malgré le handicap, m'a saisie et ne semble pas prête de s'arrêter. Après toutes ces années, je commence enfin à m'aimer, en tout cas à m'accepter. Je suis reçu pour cette capacité nouvelle à me tourner vers les autres, donner et partager, et en retour recevoir amour et chaleur, nouveau bonheur que je ne connaissais pas dans ma situation de personne soi-disant valide. Ce cheminement est loin d'être terminé. Je suis en devenir, et ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Cette maladie est-elle vraiment inguérissable ? J'ai du mal à le croire. Ma conviction profonde est que rien n'est jamais totalement perdu, que tant qu'il reste une étincelle de vie, il reste l'espoir et qu'il faut dépasser sa peur. Aucun déterminisme ne permet de dire « tout est foutu ». J'ai envie de dire « beaucoup reste possible ». Avant l'opération de février 2008. Avant l'opération,
Lorsque je dictais sur mon ordinateur, ma crise de blocage quotidienne habituelle se déclenchait en l'espace de quelques secondes. L'ordinateur commençait à faire n'importe quoi, ma diction devenant de plus en plus pâteuse. La machine habituellement obéissante ne répondait plus aux instructions, et quand je lui disais de plus en plus fort « Au boulot, au boulot, au boulot », message qui constitue en principe le sésame pour ouvrir les portes de la dictée, elle restait sourde à toutes mes injonctions. C'est pourtant une bonne bête, mais mon filet de voix devenait de plus en plus fluet sans que je m'en rende compte, that is why. J'ai appris à ne pas m'énerver dans ces cas-là, et découvert les vertus infinies de la patience. Le circuit d'énergie, périodiquement défaillant dans la journée, finissait toujours par se remettre, à condition, et c'était une condition essentielle, que je puisse saisir rapidement les médicaments miracles qui me remettaient d'attaque, dopamine 2. Et puis la dopamine a eu un effet décroissant qui a augmenté les blocages corporels. Il a donc fallu en arriver à de telles doses que les effets secondaires de dyskinésie, mouvements incontrôlés, sont devenus insupportables, et que l'opération a dû être envisagée par les médecins qui me suivaient, car je risquais ma peau tous les jours en sortant seule de chez moi. Une nouvelle vie s'est mise en place. Toute cette aventure fut l'occasion de découvrir l'importance phénoménale du psychisme dans la maladie, et de son insuffisante prise en compte dans notre pays. En particulier, je suis convaincu que la maladie ne m'est pas tombée dessus par hasard, mais qu'elle est le résultat d'un long processus, avec de nombreux signaux avant-coureurs que je n'ai pas voulu entendre. Elle est, comme le précise Ben Ziegel dans son livre Message de vie 3, l'expression personnelle, existentielle du patient si vous voulez. Il n'est pire service à rendre à quelqu'un que de le traiter en malade victime du mauvais œil, alors qu'il est pour une grande part acteur de sa propre vie. Si le médecin soigne, le malade se guérit. Grodek 4 l'avait bien analysé au début du XXe siècle. Il n'est pire châtiment que de lui interdire toute possibilité de guérison dans la description de l'évolution de la maladie qu'il atteint, ce qui le condamne à mort sur le plan psychologique. Cette autobiographie se déroule sur une période longue, pour moi, de plus de 10 ans. Je l'ai d'abord rédigée pour me remettre les idées en place, pour comprendre et tenter de désamorcer cette machine infernale qui m'enterrait vivant. Au fur et à mesure de sa rédaction, j'ai été surpris par la cohérence du parcours et la logique d'une évolution qui m'apparaissait auparavant totalement erratique. Elle inclut ma boîte à outils de recettes personnelles développées au fil de l'évolution de la maladie, et représente une sorte de kit de survie dans les moments difficiles. Si une approche volontariste est absolument nécessaire pour vouloir se guérir, il ne faut pas non plus tout attendre de la volonté. D'autres facteurs interviennent en priorité, comme naturellement la prise de médicaments adaptés. J'étais incapable de bouger avant l'opération si j'oubliais mes prises de dopamine à heures régulières. Certains facteurs de guérison appartiennent parfois au domaine de l'irrationnel, de la croyance, de la confiance en soi retrouvée. Ce processus d'amélioration de la santé est d'une effarante complexité, et ne se réduit pas à des équations simples. D'autant plus que je suis en permanence tiraillé entre deux forces antagonistes, l'une qui tire très fort en arrière et l'autre qui dit « en avant ». Une des voix me chuchote à l'oreille « tu peux guérir », tandis que l'autre, l'officielle, la sérieuse, me dit « mais non mon garçon, tu n'y penses pas ». Pas de doute, ces messages contradictoires m'ont terriblement déstabilisé, ils s'entrechoquent dans mon cerveau, et m'ont poussé à l'écriture de cet essai dans une tentative de reprise en main du contrôle d'un corps qui foutait le camp. Seuls ceux qui vivent dans leur chair la maladie peuvent savoir comme c'est dur au niveau des émotions, le doute terrible que cela procure, l'aggravation évidente de l'état de santé qu'entraîne ce message brouillé. J'ai donc recherché à rendre cohérents ces messages contradictoires pour continuer à vivre. Ma vérité est subjective. Il a fallu rechercher quels processus se sont mis en marche pour en arriver là, et comment casser cette mécanique implacable de dégradation du corps et de l'esprit, liée à la notion de maladie incurable. Évidemment, cette réflexion personnelle est éminemment subjective, et n'a en aucune façon la prétention de servir de modèle à suivre ou de contre-modèle à ne pas suivre. Chacun développe ses moyens propres pour faire face à la crise. Il m'a été utile de décomposer dans le détail mon histoire, car je crois que ce que j'ai vécu, notamment chaque échec ou prétendu échec ressenti comme tel,
est venu contribuer à l'élaboration du millefeuille que constitue mon Parkinson aujourd'hui. La descente en profondeur à l'intérieur de moi-même fut douloureuse par la foultitude de souvenirs négatifs qui ont ressurgi, mais je la reçois comme un préalable m'ayant permis une remontée vers la vie. Si pénible que ce soit, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout dans ce type de démarche, boire le calice jusqu'à la lie, sans quoi cela ne sert à rien et fausse toute l'analyse. Cette réflexion a entraîné une interrogation majeure sur la maladie. Pourquoi moi, pourquoi cette maladie, pourquoi à ce moment-là ? Dans ma réponse à ce questionnement, j'essaye de ne pas me charger exagérément avec une culpabilité originelle qui pesait si lourd auparavant, mais dont je suis aujourd'hui à peu près débarrassée. Mon parcours a progressivement intégré une forme d'acceptation sur ce qui m'arrivait, de lâcher prise face à un passé révolu, et permis de faire le point. Puis, j'ai commencé à me pacifier et à remonter doucement la pente. La souffrance a été telle que je ressens ce travail de fourmi ouvrière comme une véritable libération. Tous les souvenirs négatifs s'étaient empilés dans les limbes de mon cerveau pendant des années. À force, il fallait bien que cela finisse par me péter à la figure. Chacun de mes prétendus échecs, qu'ils soient amoureux ou professionnels, a été une pierre constitutive préparant l'arrivée du Parkinson. Plus je cherchais à mieux faire, plus je retombais dans les mêmes errements, et ça faisait de plus en plus mal. Je ressens que la maladie de Parkinson a dû se développer d'abord de façon souterraine pendant de nombreuses années, pour ensuite s'installer de façon ouverte. Le stress permanent de ma vie quotidienne a incontestablement contribué à la naissance et au développement du Parkinson. Voilà, il faut faire avec. Quelques précisions sur autopunition et autoguérison. Ma perception de l'autopunition. Un mécanisme destructeur se met en œuvre dans le développement de la maladie. J'en ai la conviction intime pour ce qui me concerne. La machine infernale s'est mise en place à la suite de la culpabilité que j'ai développée en moi, comme une sorte de punition face à ce que je ressentais comme des fautes et une insuffisance personnelle. Autant il est facile de laisser se détruire ces petites cellules grises, autant l'hypothèse de leur régénération possible paraît hasardeuse. Pourtant, les articles scientifiques cités dans cette étude laissent à penser que le processus est néanmoins beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait auparavant, et qu'une forme de régénération peut intervenir à tout moment. Toujours est-il que le message médical habituellement transmis pour cette maladie est tellement négatif, qu'il est bien difficile de mettre en place un cycle vertueux de guérison. Je n'affirmerai donc pas sans preuve que l'on peut se guérir par auto-guérison de la maladie de Parkinson, mais je suis bien décidée à m'informer tous azimuts, et à mettre en œuvre toutes les techniques qui me permettraient de reprendre espoir à ce niveau-là. L'auto-guérison me semble déjà se valider sur le plan psychique quand on sort de la dépression la plus noire pour s'orienter vers une vie qui a un sens. Ayant pris l'habitude de ne pas écouter mon corps, j'ai fouetté la bête quand elle manifestait des signes de fatigue et un besoin de repos, puis il a fallu la fouetter de plus en plus fort, et elle a fini par refuser totalement d'avancer et s'est écroulée sur les genoux. Sur ce terreau, la maladie s'est développée sans entrave. Il aurait fallu que je comprenne le message qui m'était adressé, pour corriger le tir. Il n'en a rien été. J'ai toujours fait le sourd jusqu'à ce qu'elle s'impose avec une violence incroyable, une force telle que j'ai bien été obligé de réagir et d'en tenir compte. La guérison, qu'est-ce que c'est ? Je suis passé trop près de l'abîme pour ne pas m'interroger sur le désespoir induit par l'argumentation médicale classique, bien que je sache que l'auto-guérison représente un concept délicat, dont la seule mention donne des boutons à de nombreux médecins, a fortiori à certains spécialistes de la maladie. Beaucoup de médecins orthodoxes ne veulent croire qu'en la rationalité objective de la science. Je reste très prudent sur ce concept d'auto-guérison pour ce qui concerne le Parkinson, car je n'ai jamais rencontré de gens guéris par eux-mêmes, mais des personnes atteintes réussissant à marginaliser presque totalement la maladie, en début ou milieu de cycle. Il faut bien s'entendre sur ce terme de guérir, et découvrir pourquoi on ne parle jamais des cas de sortie de maladies qualifiées d'incurables. Le monde médical traditionnel a tellement peur de ces guérisons inexpliquées, donc en apparence irrationnelles, a fortiori quand elles sont traitées pour partie ou en totalité par les médecines parallèles ou par l'automédication.
C'est totalement nier l'influence du psychisme dans la maladie. Mais peut-on dire pour cela que le concept même d'auto-guérison n'a ni force ni consistance? Je pense que l'on peut définir à minima ce concept comme suit. L'auto-guérison signifie la contribution personnelle à un processus de guérison. Les malades qui par bonheur sortent de l'inguérissable n'ont quant à eux qu'une envie, c'est de disparaître dans la nature, sans engager de polémique avec qui que ce soit, tellement ils sont contents d'être sortis de l'enfer. D'autre part, il s'agit d'une maladie dégénérative à l'évolution lente mais inexorable. Tiens, ça me fait penser à la préparation de la vieillesse et de la mort. On est tous mortels et progressivement atteints par la vieillesse, mais certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. À quel stade du cycle dégénératif en est le parkinsonien en face de vous? S'il se trouve en début de cycle, dans ce cas une bonne posologie médicamenteuse fera parfaitement l'affaire. S'il est en milieu de cycle, il sera inévitablement marqué par la progression de la dégénérescence, mais là aussi plus ou moins vite selon son caractère, son environnement et l'adaptation du traitement qui lui est appliqué. S'il est en fin de cycle, un processus naturel de vieillissement s'imposera plus ou moins devant celui de la maladie. En tout cas, je suis persuadé que pour guérir, quelle que soit la maladie, il faut la volonté. On ne guérit pas contre le malade, c'est avant tout le malade qui se guérit, et il a un rôle essentiel dans cette affaire. Comme l'écrit Jean-Pierre Moreau, atteint d'une sclérose en plaques, qui se révélera en fait une maladie rare, la maladie de Strumpel-Lorrain, dans un récit personnel sur son combat face à la maladie intitulé Pour vivre debout. Le médecin doit aider le patient à guérir, donc à induire à l'intérieur de lui un mécanisme d'auto-guérison. Le reste on s'en fout. Tel est mon credo. Je suis bien d'accord avec lui. Il précise un peu plus loin. Les blouses blanches traitent volontiers de charlatans ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais qui sont les charlatans? Pas toujours ceux qu'on croit. Je veux dire que pour moi, les charlatans objectifs... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.